Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Maxime Fourne, le cofondateur de Pose IA, la branche française d'une organisation internationale qui s'appelle Pose AI et qui milite, comme son nom l'indique, pour une pause temporaire dans le développement des modèles de langage multimodaux supérieurs à GPT-4. C'est donc un épisode du podcast qui est consacré à la sécurité de l'intelligence artificielle. Avec Maxime, on a parlé de plusieurs sujets, on a évoqué son parcours et son attrait pour le domaine des IA, on a parlé des craintes légitimes qu'on peut avoir au sujet des modèles actuels de LLM, Large Language Models, et des modèles auxquels on aura accès dans un futur proche. Après ça, on s'est penché sur un projet de législation américain à ce sujet, le SB 1047, SB pour Senate Bill. On a également évoqué les réactions des plus gros acteurs concernés par cette proposition, donc OpenAI, Google, Meta, Microsoft, etc. Et bien plus encore. Donc sans plus attendre, voici ma conversation avec Maxime Fourne. Alors Maxime, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Donc je t'aurais présenté, comme je t'ai dit dans l'introduction, ainsi que l'organisation que tu as cofondée, Pose AI. Mais malgré ça, j'aimerais quand même, comme je t'ai dit, si tu veux bien que toi tu te présentes un petit peu, et en particulier peut-être que tu t'évoques un peu ton parcours, pas forcément, enfin tu décides en fait à quel point tu veux rentrer dans le détail, mais voilà, tu évoques un petit peu ton parcours et comment tu en es venu à ces réflexions sur l'intelligence artificielle, et puis aussi à cofonder ton organisation qui s'appelle Pose AI. Merci beaucoup à toi, Noé, déjà de me recevoir sur ton podcast. Alors, mon parcours, j'ai fait une école d'ingénieur en France, j'ai fait un master de mathématiques à Cambridge, et je me suis spécialisé assez rapidement dans le machine learning et le deep learning. Donc, j'ai bossé pendant environ une dizaine d'années avec des modèles de deep learning. Au début, c'était plus en hobby. Donc, j'étais quant dans un fonds d'investissement. Et j'utilisais du machine learning au travail un petit peu, mais en parallèle, je construisais des réseaux de neurones, je faisais des systèmes j'essayais de créer un système qui jouait au Go, par exemple. Et je me suis spécialisé en 2014 ou 2015 en deep learning, beaucoup plus. Donc deep learning, c'est pour les gens qui connaissent pas, c'est les technologies actuelles d'intelligence artificielle avec des réseaux de neurones artificiels profonds. Donc pour simplifier, des cerveaux artificiels géants. Et j'ai travaillé avec ça jusqu'en 2022. Donc vers la fin de ma carrière, carrière courte, je bossais pour une boîte américaine Two Sigma, qui est pas très connue du grand public, mais on embauchait quand même des gens de DeepMind. On avait pas mal, des gens avec des médailles d'or aux Olympiades de maths. Bon, c'était une boîte assez sérieuse quand même, enfin assez haut niveau. Et j'ai décidé de quitter le domaine, prendre une année sabbatique en 2022 parce que je commençais quand même à observer la rapidité du progrès en intelligence artificielle. J'étais pas sûr d'être au bon endroit d'un point de vue à la fois de carrière et éthique. Donc j'ai décidé de prendre une année pour bosser sur mes propres projets, réfléchir un petit peu à tout ça. Et en 2023, il y a GPT-4 qui est sorti. Et là, pour moi, ça a été le moment d'éveil. Wake up call, j'essaie de traduire ça, mais ça rend pas très bien en français. Où je me suis rendu compte que, ah oui, quand même, le progrès est extrêmement rapide. Et si avant ça, je pensais qu'on avait encore au moins une vingtaine ou une trentaine d'années avant d'avoir une chance de voir apparaître des systèmes plus compétents que les humains, toutes disciplines confondues. Là, d'un seul coup, j'ai commencé à réaliser que si ça se trouve, ça arrive dans 4 ou 5 ans. Donc, il faut commencer à réfléchir aux implications. J'ai passé 6 mois à faire un projet de recherche où j'ai étudié les arguments des gens qui disent qu'il n'y a pas de risque et les gens qui disent qu'il y a des risques. Enfin, j'étais assez convaincu qu'il y avait des risques déjà, mais du coup, j'aime bien prendre l'approche inverse, c'est-à-dire si je suis convaincu de quelque chose, je vais aller chercher les arguments des gens qui disent que c'est pas vrai. Et je pense que c'est super important de faire ça pour éviter de se renforcer ses propres convictions avec des biais de confirmation. Et malheureusement, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc j'en suis sorti assez inquiet pour mâcher mes mots de ce projet de recherche. Donc je me suis rendu compte que d'un côté, il y a une dizaine d'années de recherche en sécurité de l'IA. Donc c'est une discipline qui étudie
comment est-ce qu'on peut comprendre des intelligences artificielles, comment est-ce qu'on peut les contrôler et et quels sont les risques. Et tous les résultats vont à peu près dans la même direction, qui est si on crée très rapidement des systèmes de plus en plus puissants qu'on ne comprend pas et qu'on ne contrôle pas, ce qui est le cas actuellement, on ne contrôle pas et on ne comprend pas ces systèmes, alors il y a de gros dangers à l'horizon. Et de l'autre côté, c'est principalement des arguments un peu vides du style c'est de la science-fiction, donc c'est pas crédible, ça va pas arriver, ou des gens qui sont très très confiants dans l'idée que le progrès va s'arrêter soudainement. Voilà, par exemple Yann Lequin qui pense avec 100% de probabilité que les LLM, les GPT-4 est le mieux qu'on aura dans les 10 prochaines années. Voilà, j'ai décidé de me convertir du coup dans la sécurité de l'IA. Et en ce moment, donc j'ai fondé POSIA, qui est une association. À la base, c'est une association internationale qui s'appelle POSAI, qui a été fondée l'année dernière aux Pays-Bas. J'ai rejoint ça, je me suis beaucoup impliqué dedans en bénévole. J'ai aussi travaillé un peu en bénévole pour le Centre pour la sécurité de l'IA français. Et j'ai découvert l'état assez désolant du discours français en intelligence artificielle cette année, parce que j'habitais à Londres en fait pendant 12 ans. Je viens juste de revenir, du coup désolé pour mes anglicismes, il y en aura sûrement beaucoup. Donc j'ai découvert la situation en France, et j'ai décidé de créer la branche française de POSIA, POSIA. Donc ça existe depuis quelques mois. On est une vingtaine maintenant, une dizaine de volontaires, de bénévoles très actifs, et une dizaine d'autres. On est tout en bénévolat, hein. Moi-même, je travaille à fond là-dessus, 60-70 heures par semaine sans être payé. Et notre but, ça va être d'arriver à sensibiliser le grand public et les décideurs aux dangers de l'intelligence artificielle, qui, je pense, sont extrêmement sévères et imminents. C'est-à-dire que la clé, je pense, ce sur quoi on essaie de mettre vraiment l'accent, c'est sur l'urgence de la situation. C'est-à-dire on parle pas d'horizon temporel de 20 ans, même pas de 10 ans, mais peut-être plutôt de 3-4 ans avant qu'il y ait potentiellement des catastrophes à l'échelle mondiale. Très bien. Très bien. Alors justement, donc tu as parlé de deep learning, tu as aussi parlé de l'acronyme LLM a été mentionné, et je me disais que pour commencer, ce serait pas mal justement qu'on fasse quelques rappels sur l'intelligence artificielle, peut-être qu'on définisse un petit peu, sans forcément rentrer dans les grandes lignes, mais voilà, expliquer un peu ce qu'est aujourd'hui l'intelligence artificielle pour des gens qui sont peut-être moins familiers. Enfin, toi, c'est quand même vraiment ton job, et donc forcément, tu es dedans tout le temps. Mais voilà, c'est peut-être bien de rappeler ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce qu'elle n'est pas aussi. Tu parlais de scénarios science-fiction. Voilà, Skynet, c'est pas pour tout de suite a priori. Ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir de gros problèmes. Donc voilà, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais rappeler un peu ce qu'est un modèle de langage multimodal, voilà, sans forcément être hyper précis, mais voilà, disons schématiquement. Tu vois. Donc les grandes lignes, déjà le terme intelligence artificielle, on l'employait pas trop jusqu'à il y a quelques années. On parlait plutôt de machine learning et de deep learning. Donc machine learning, c'est des modèles qui apprennent à partir de données qu'on ne programme pas vraiment. Le logiciel classique, c'est une série d'instructions. Par exemple, le programme qu'on est en train d'utiliser en ce moment pour enregistrer ce podcast, derrière, il y a des gens qui ont écrit en langage de programmation une série d'instructions, et le programme ne fait qu'exécuter ces instructions l'une après l'autre. Donc, une personne qui lit le code source, devrait être capable de savoir exactement pourquoi le programme fait telle chose. Même si c'est très complexe en pratique, c'est difficile. En tout cas, il y a une méthode pour le faire. En intelligence artificielle, on est parti sur du machine learning, donc des systèmes qui apprennent à partir de données, et plus récemment, deep learning, donc c'est des réseaux de neurones artificiels géants. Et l'idée, c'est vraiment, on a essayé de copier ou de simplifier le fonctionnement du cerveau humain. Donc un un réseau de neurones, c'est comme des neurones dans notre cerveau. Il faut imaginer un graphe qui est connecté. On a des points dans un graphe et l'information qui circule à l'intérieur.
Et l'idée, c'est on fait un gros système comme ça complètement aléatoire au début, donc on peut imaginer un immense cerveau artificiel avec des connexions complètement aléatoires entre les neurones, et on a un algorithme tout simple qui permet de montrer des données à ce système, et petit à petit, il s'améliore et il devient de plus en plus performant pour une tâche donnée. L'exemple typique, c'est classifier des images de chiens et de chats. On montre plein d'images de chiens et de chats en entrée à un cerveau artificiel aléatoire au début. En sortie, au début, il va dire des trucs complètement aléatoires, du coup. Mais on a une mécanique pour modifier tous les paramètres d'un coup, toutes les connexions, disons, entre les neurones, pour aller dans le bon sens. Et du coup, si jamais au début, on lui montrait une image de chien et il prédisait chat, hop, on réajuste toutes les connexions et hop, sur cette image, il va devenir un peu meilleur, il va commencer à dire chat. Et en faisant ce mécanisme, eh ben, le modèle apprend des données, donc les connexions s'ajustent, et à la fin, on obtient quelque chose qui se comporte à peu près bien. Donc ça, c'est le paradigme actuel, ultra simplifié. Et plus spécifiquement, les modèles de langage, donc LLM, ça veut dire Large Language Models, c'est les modèles à la ChatGPT. Donc c'est un système, donc c'est un cerveau artificiel géant qui a été entraîné sur l'entièreté d'Internet. Et l'idée, c'est on lui donne du texte qui est extrait d'Internet et on lui demande de prédire les prochains mots dans ce texte. Donc c'est pratique parce que c'est ce qu'on appelle non supervisé. On n'a pas besoin d'avoir des humains qui créent des labels. On n'a pas besoin d'avoir des humains qui regardent des images de chiens et de chats et qui disent ceci est un chien, ceci est un chat. Tout ça, ça peut se faire automatiquement avec Internet. Et donc on a fait ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant ça, eh ben, il y avait plein de propriétés qui émergeaient. Donc, on s'attendait pas, par exemple, à ce que ces modèles soient capables de programmer comme des humains, en le décrivant un site web, que le modèle soit capable de sortir le source code du site web et que ça fonctionne à peu près comme on veut. Et il se trouve que en s'entraînant sur l'entièreté d'Internet, en s'entraînant sur du code qui a été écrit par des humains, ces modèles apprennent à créer du code. Donc on appelle ça des propriétés émergentes. Et tu as mentionné multimodal, ça c'est encore un changement encore plus récent. Donc cette année, on est en train de passer vers un nouveau paradigme. Donc on est arrivé un petit peu à épuiser Internet. Parce que ces modèles, ils sont immenses. Donc GPT-4, la dernière itération de ChatGPT, pour l'entraîner, ça a coûté environ 100 millions de dollars. C'est un cerveau artificiel géant avec des trillions de paramètres. Je ne veux pas dire de bêtises, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais quelque chose d'immense. Et ça met à peu près 6 mois pour être entraîné. En termes énergétiques aussi, c'est l'équivalent de faire tourner une ville de 10 000 habitants pendant 1 an. Et le problème, c'est que ça consomme déjà à peu près l'entièreté d'Internet en termes de texte. Donc il y a une question qui se pose, c'est pour entraîner l'itération suivante, comment est-ce qu'on fait pour lui donner plus de données? Et en fait, on est en train de passer sur un modèle où on va lui donner des vidéos, des images, du son, et on appelle ça multimodal parce que les modalités, c'est ça, c'est genre texte, image, son. Avant, c'était uniquement du texte, et maintenant, ça va être des modèles qui prennent des images en entrée, qui génèrent des images en sortie, et ça permet d'augmenter largement les données sur lesquelles ces cerveaux artificiels sont entraînés. Très bien. Merci pour ces précisions. Alors du coup, tu as commencé à évoquer à travers ton parcours voilà, le fait que toi, dans ta réflexion sur ces questions-là et dans ton approche, ton paradigme personnel avait un peu changé et tu t'étais mis à te demander s'il n'y avait pas justement quelques risques associés à tout ça, et c'est la raison pour laquelle justement tu as créé Posia et tout ça. Et évidemment, sur ce sujet-là, il y a beaucoup de débats, c'est-à-dire que on va y venir à toutes les questions légales après, hein, mais dès qu'on parle de ça, c'est vrai que les images qui viennent en tête, ça va être beaucoup du Skynet dans Terminator, du HAL dans l'Odyssée de l'espace. Voilà, c'est ce que j'évoquais un peu plus tôt, c'est-à-dire tout de suite on dit attention, l'intelligence artificielle ça pourrait devenir dangereux, ça pourrait créer des catastrophes, et ce qui vient à l'esprit des gens naturellement, y compris moi, c'est ces scénarios-là qui sont de l'ordre de la science-fiction et qui sont pas forcément très crédibles. Et donc la question que je voulais te poser pour poursuivre, c'était finalement quelles sont les craintes légitimes qu'on peut avoir avec ces IA qu'on vient d'évoquer. Voilà, qu'est-ce qui toi t'inquiète à titre personnel, et qu'est-ce qui te semble crédible, et voilà, et tout en gardant en tête que
et ça c'est un truc que peut-être on devra répéter au fur et à mesure de la conversation, mais évidemment il y a aussi des applications qui sont extrêmement positives de l'intelligence artificielle. À titre personnel, et je pense que tu t'inscris aussi là-dedans, si tu en as fait ton métier, c'est pas du tout une opposition bête et méchante à l'intelligence artificielle, mais voilà, quelles sont les craintes légitimes qu'on peut avoir là-dessus, et quels sont aussi peut-être les aspects les plus positifs, justement. Ouais. Alors, bon, pour ce qui est des dangers, ce qui est cool, c'est qu'il y a des gens qui étudient la question depuis quand même assez longtemps. Donc, moi, j'ai mentionné tout à l'heure brièvement la discipline de la sécurité de l'IA. Il y a aussi l'éthique de l'IA. Donc ça, c'est des disciplines qui se penchent sur ces problèmes depuis environ 15 ans. Et ce qui en ressort, c'est toute une panoplie de dangers différents, certains qui sont pas du tout de l'ordre de la science-fiction parce que les modèles actuels présentent déjà ces dangers, et d'autres que je ne sais pas si on peut dire que c'est de la science-fiction parce que ça devrait a priori se réaliser dans les années qui viennent avec le progrès des modèles actuels. Et donc tu mentionnais les images stéréotypes de science-fiction à la Skynet, etc. Ça n'a pas été très bien traité dans la science-fiction, mais j'ai envie de dire pas d'une façon qui est optimiste pour nous, dans le sens où quand on se penche vraiment sur la question, et là, évidemment, on n'a pas de modèle pour tester ces hypothèses, donc il faut toujours se rappeler que c'est avant tout des réflexions conceptuelles, mais on se rend compte que si on crée des systèmes qui sont autonomes, qui sont plus intelligents que les humains, et il va falloir faire attention à comment on définit le terme intelligence, on va plutôt parler de compétence. Donc, on va dire si on crée des systèmes qui sont autonomes et qui sont plus compétents que les humains, tout domaine confondu, donc qui inclut aussi des domaines comme la recherche scientifique, la planification à long terme, la capacité à être créatif, etc. Si on arrive à faire ça, alors tout pointe vers l'idée qu'on n'est plus vraiment en contrôle sur cette planète. Donc, il y a quand même une espèce les choses qui sont plutôt du domaine de la science-fiction, c'est il n'y a pas vraiment de raison pour que des intelligences artificielles surhumaines aient soudainement envie d'exterminer les humains, mais ça ne veut pas dire que ça ne se passerait pas en dommage collatéral, par contre. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt une perte de contrôle. C'est-à-dire que si jamais on crée des systèmes comme ça qui gèrent l'environnement pour nous, on a intérêt à faire en sorte qu'ils soient vraiment alignés avec les humains et qu'ils aient toujours à cœur les intérêts des humains dans leurs intentions. Je sais que ça paraît toujours très bizarre quand on parle d'intention pour une machine, mais là, on est en train justement de parler de systèmes autonomes, du coup, qui tournent en continu, qui prennent des décisions, etc. Donc, il y a forcément une intention dedans, qu'elle soit communiquée par un humain ou autre. Et le gros problème, de mon point de vue, quand on parle typiquement de ces scénarios-là, qui sont, disons, les plus lointains, c'est que pour le moment, on n'a aucune idée de comment on fait pour communiquer une intention clairement à une machine. Donc, on arrive à mettre des intentions dedans, mais c'est pas les intentions telles que on les imagine nous. C'est-à-dire qu'on peut essayer de créer une machine en lui disant maximise les profits de mon entreprise, par exemple. Et du coup, il va y avoir une forme d'intention. En tout cas, la machine va faire des choses, prendre des décisions. Mais comment dire, ça risque de ne pas être complètement aligné avec ce que le développeur avait pour idée de faire. Mais bon, tout ça, c'est les risques les plus lointains. Et peut-être qu'on devrait revenir aux risques les moins lointains, ceux qui risquent de se réaliser dans l'année qui vient, peut-être les 2 années qui viennent. Donc là, juste avec les modèles qui existent en ce moment, on est déjà capable de générer des images qu'un humain ne pourrait pas dissocier d'une image créée par une IA ou créée par un humain. C'est assez récent, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, je pense que la plupart des humains qui étaient au moins entraînés pour arriver à détecter une image générée par une IA pouvaient le faire. Mais là, il y a environ un mois, il y a un nouveau modèle qui est sorti qui s'appelle Flux et qui est capable de générer des images qui sont complètement indissociables par des humains. Ça va arriver pour les vidéos très bientôt. Donc là, sur des vidéos courtes, c'est déjà le cas. Pas encore sur des vidéos longues et bien structurées. Sur la synthèse de la voix, sur la voix, c'est fini aussi. Depuis environ un mois, il y a un modèle qui est capable de générer
de copier la voix d'un humain avec juste quelques secondes d'audio. Toute langue confondue? Alors, ça c'est une bonne question. Je pense que ça doit être principalement pour l'anglais pour le moment. Mais bon, je ne me fais pas de soucis que d'ici quelques mois, il y aura des ça viendra pour les autres langues. Donc là, déjà, il y a un gros problème de manipulation de l'information. Donc là, en ce moment, j'ai confiance en le fait que tu existes, que tu es dans une pièce quelque part. Et pourquoi j'ai cette confiance? Parce que je sais que ces modèles-là n'ont pas encore été bien implémentés dans les systèmes actuels. Mais en ce moment, il y a des gens qui sont en train de travailler très dur pour implémenter toutes ces technologies qui sont en train d'arriver dans notre société, et des gens très mal intentionnés aussi. Donc très bientôt, j'aurai plus de garanties à part via il va falloir me donner des garanties fortes que quand je parle à un inconnu en ligne, cette personne existe. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est très inquiétant et qui pourrait donner lieu à beaucoup de problèmes, dont potentiellement rendre complètement inutilisables tous nos systèmes de communication. Un autre danger qui est extrêmement inquiétant, qui peut se réaliser dès l'année prochaine, c'est le risque de cyberattaque. Donc il faut savoir que GPT-4, donc le système qui existe déjà depuis 1 an, est déjà descend déjà à un niveau assez honnête en piratage informatique, en programmation, etc. Donc il y a pas mal de gens qui ont essayé de tester ça. Il y a eu des projets de recherche qui ont été faits à ce sujet, il y en a eu plein. Et à chaque fois, ça montre à peu près la même chose. Prenons un exemple, il y a des gens qui ont mis GPT-4 dans une compétition de piratage informatique contre des humains, et il était à peu près meilleur que 80% des pirates informatiques humains. Il est capable déjà de détecter, donc des gens qui ont pris 15 vulnérabilités dans du code, ils l'ont montré à GPT-4, il est capable d'en détecter automatiquement 13 sur 15 et de les exploiter, non pas seulement de les détecter, mais en plus de créer du code qui va exploiter ces vulnérabilités pour attaquer un système. Donc on a déjà des systèmes qui sont presque à niveau humain en termes de piratage informatique, de programmation, etc. C'est déjà en train d'être exploité à fond dans le cybercrime. Donc, le cybercrime en ce moment, il est en explosion, croissance exponentielle, sachant que c'est déjà un marché qui est supérieur au GAFAM. Je ne sais pas si beaucoup de gens se rendent compte que l'industrie du cybercrime, c'est plus que Google, Apple, Microsoft, etc. en termes de capital. Et c'est en train d'exploser. Il y a de plus en plus d'attaques de phishing, etc. Mais avec la prochaine itération de ces modèles, donc GPT-5, c'est pas impossible que ce soit soudainement, qu'il ait soudainement des capacités surhumaines en piratage informatique. Si ça se produit, ça veut dire que on a créé une espèce d'arme de destruction massive dans le domaine virtuel. C'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a pas de, on a le meilleur humain sur Terre, le meilleur pirate humain. Il a une capacité limitée de pirater des sites web parce que c'est un humain et il doit manger, dormir, etc. Si d'un seul coup on crée un système qui est genre 10 fois meilleur que lui et qui a une intelligence artificielle qui peut être copié-collé de partout, qui tourne 50 fois plus rapidement qu'un humain, parce que c'est à peu près la rapidité à laquelle ces systèmes tournent en ce moment, la personne qui est en contrôle de cette chose a un potentiel destructeur immense. Donc bon, voilà, il y a d'autres dangers, je ne sais pas si on veut aller sur toute la liste, mais c'est globalement des systèmes qui donnent de plus en plus de pouvoir à des individus pour manipuler l'information. Dangereuse. Ouais. Très bien. Alors, juste avant de poursuivre, et d'ailleurs tu l'as un peu mentionné, mais donc évidemment, POSIA, c'est la branche française, on peut dire, d'une organisation internationale. Et la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que une précision que je vais faire pour les auditeurs et auditrices, on va beaucoup parler là dans la suite de la conversation d'entreprises américaines et de droit américain. C'est à moitié surprenant, c'est-à-dire oui, on est en France, mais en fait tous les outils qui nous concernent sont américains, et donc le droit américain paradoxalement nous concerne aussi. Et justement, avant l'interview, tu m'avais envoyé un papier de l'hebdomadaire américain The Nation. C'était un article qui se penchait sur les questions de régulation légale dans le domaine spécifique de l'intelligence artificielle. Le papier, je le mettrai en description sur YouTube, il est très intéressant. Alors c'est en anglais par contre, mais il faisait la part belle notamment à une proposition de loi que je voulais évoquer avec toi, qui a été, je crois qu'elle a été validée par la branche californienne du Sénat américain. Maintenant, il faut qu'elle aille sur le Sénat global, tu vois.
et donc qui a été voilà, il y a un début d'approbation pour cette proposition de loi donc qui s'appelle, c'est ce qu'on appelle un bill en anglais, c'est le SB 1047, donc 1047. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus au sujet de Ouais. cette proposition SB 1047? Ouais, peut-être en commençant par pourquoi est-ce que c'est important pour nous en France, pourquoi est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi, disons. En gros, c'est Tout à quand fait. même assez important parce que la plupart de ces boîtes, elles sont basées en Californie. Donc OpenAI, c'est en Californie. Google DeepMind, bon, même s'ils ont des bureaux à Londres, Google sont basés là-bas. Donc l'idée, c'est que si on régule la Californie, on a moyen de réguler le monde entier de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quand même un bon point pour nous. Et du coup, ce qui est en train de se passer en ce moment en Californie avec ce projet de loi, ça va impacter le monde entier. Et globalement, ce qui est en train de se passer en Californie en ce moment en général, ça va impacter le monde entier dans les années qui viennent. Donc voilà la raison pour laquelle on devrait s'y intéresser un petit peu plus. Et alors ce projet de loi, donc SB 1047, c'est un projet de loi qui est censé prévenir les risques extrêmes de l'intelligence artificielle. Donc, risque extrême, tel que c'est décrit dans le projet de loi, ça veut dire, donc ça couvre ce qui est mass casualties. Mass casualties, alors je sais pas à quel point c'est bien décrit. Les pertes de masse, j'imagine. C'est ça, on peut imaginer dans plus de milliers de personnes qui meurent, quelque chose comme ça, ou des dommages et intérêts de plus de 500 millions de dollars. Et donc on est sur un projet qui essaie de prévenir les risques les plus sévères. Donc faut savoir qu'il y en a d'autres, des projets de loi, il n'y a pas que celui-ci. Il y en a qui sont plutôt orientés sur, disons, les risques plus immédiats et moins sévères de l'IA. Par exemple, les deepfakes, qui est aussi un problème énorme en ce moment. Donc créer des films pornographiques à partir de la photo de quelqu'un, etc. Donc ça, ce serait pas couvert dans ce projet de loi. Ce projet de loi, il est plutôt pour des risques très sévères, hypothétiques. Comment est-ce qu'il fonctionne? En gros, l'idée, c'est si quelqu'un veut entraîner un modèle d'intelligence artificielle qui coûte plus de 100 millions de dollars, et donc l'entraînement de ce modèle doit coûter plus de 100 millions de dollars, alors c'est couvert par ce projet de loi. Si jamais vous êtes un individu, si chez vous avez envie d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle et ça va vous coûter que 90 millions de dollars, alors vous en foutez, ça vous concerne pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc il y a ça, et ça ne peut pas être changé rétroactivement, ce threshold. Donc il y a des inquiétudes sur le fait que on met une loi comme ça avec un threshold de 100 millions, mais peut-être dans le futur on le descend et du coup ça impacterait plus de gens. Non, c'est pas vrai. En gros, il faut inventer une nouvelle loi pour ça. Et donc si jamais votre modèle est couvert par ce projet de loi, alors il faut que vous fournissiez des garanties sous la forme d'une documentation, en gros, documentation papier, un plan qui montre que vous avez pris des précautions pour que votre modèle ne cause pas des dommages de masse dont on a parlé. Il faut que vous soyez capable de montrer, attention, pas de prouver scientifiquement ou quoi, il faut juste que vous soyez capable de montrer que vous avez un plan et que ce plan devrait raisonnablement garantir le fait que ce soit pas possible de tuer des milliers de personnes avec votre modèle ou de causer 500 millions de dollars de dommages et intérêts. Donc c'est un texte de loi, donc il y a du vocabulaire qui est assez spécifique, donc ils utilisent le vocabulaire reasonable care. Alors comment on traduit ça? Une attention raisonnable, j'imagine. Une attention raisonnable. Donc voilà, vous devez être capable de démontrer que vous avez appliqué une attention raisonnable dans la mise en place de votre plan d'action pour éviter des dommages immenses.
c'est assez standard et bon, c'est pas la même chose qu'une preuve mathématique. Donc, en gros, on peut s'en sortir. Actuellement, je pense que pour entraîner, si les gens veulent entraîner un modèle qui coûte 100 millions de dollars, ça leur coûterait peut-être, bon, faudrait qu'ils embauchent un spécialiste qui puisse écrire la documentation et qui réfléchisse un petit peu. Mais ça resterait un coût vraiment négligeable par rapport à l'entraînement du modèle pour arriver à mettre en place cette documentation. Et en plus, normalement, ces boîtes le font déjà. C'est-à-dire qu'elles se sont déjà engagées à le faire volontairement. Et la plupart, quasiment toutes, le font déjà. Donc elles proposent déjà des documentations à chaque fois qu'elles sortent un nouveau modèle qui montrent que ces modèles ne sont pas capables de, par exemple, se reproduire automatiquement, mener des cyberattaques massives, causer un risque de bioterrorisme, etc. Donc tout ça, c'est déjà couvert par ces boîtes de façon volontaire. Donc voilà, en gros, ce que c'est que ce projet de loi. Moi, j'ai pas parlé, il y a aussi autre chose. Pour expliquer ça, il faudrait plus que j'aille dans les détails de comment ça fonctionne, mais en gros, si N'hésite pas, quelqu'un... on peut prendre le temps. si quelqu'un veut re-entraîner un modèle, donc soit ça couvre soit les modèles qui coûtent plus de 100 millions de dollars à entraîner, soit le re-entraînement d'un modèle qui coûterait 10 millions de dollars. C'est-à-dire que un modèle d'IA qui soit open source, on peut le prendre et on peut le re-entraîner si on veut. Donc typiquement Facebook, Meta, il crée des LLM et il les balance en open source immédiatement. Et typiquement juste après, genre 2 jours après que leur modèle ait été mis en open source, il y a quelqu'un qui produit un nouveau modèle où toutes les couches de sécurité ont été éliminées. Ça coûte quasiment rien, je crois que ça coûte 10 dollars de faire ça. Mais si quelqu'un prenait ce modèle et investissait 10 millions de dollars pour le re-entraîner d'une nouvelle façon, alors il faudrait qu'il lui aussi fournisse cette documentation pour montrer que le nouveau modèle ne présente pas des dangers catastrophiques. Donc voilà à peu près à quoi cette régulation ressemble. Il y a encore un autre point dans la régulation qui est assez important, dans le projet de loi, pardon, c'est une protection des lanceurs d'alerte. Donc, vu ce qui s'est passé récemment avec OpenAI, remarque qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui doit le savoir, mais OpenAI avait mis en place des clauses absolument scandaleuses dans leur contrat de travail, qui en gros attaquaient les gens qui seraient des lanceurs d'alerte. Donc, si quelqu'un décidait de lancer l'alerte à OpenAI, alors, d'après son contrat de travail, il allait systématiquement perdre toutes ses actions et énormément d'argent. Par exemple, il y a un chercheur en sécurité de l'IA qui a démissionné de OpenAI récemment, Daniel Kokotajlo, qui était très effrayé d'ailleurs de ce qui est en train de se passer chez OpenAI. Il pense, d'ailleurs, anecdote, il pense qu'il y a 70% de chances d'extinction humaine par l'intelligence artificielle d'ici 4 ans. Rassurant. Donc, il a démissionné de chez eux parce que il trouvait qu'ils prenaient pas les dangers très au sérieux. Et en faisant ça, il a perdu en termes monétaires 80% de son patrimoine. Donc, l'idée, c'est qu'il faut arriver à mettre en place des lois pour protéger les employés qui veulent sonner l'alarme sur les pratiques de leur boîte. C'est assez standard. Et donc, ce projet de loi ferait ça. Ouais. Très bien. C'est des précisions qui sont assez importantes. Et donc, pour rester encore un petit peu sur SB 1047, suite à ces débuts d'avancées légales, il y a eu du mouvement du côté des entreprises du secteur. J'ai vu que Anthropic avait affirmé un soutien un petit peu timide en disant, en gros, si vous amendez, on soutiendra le projet. Si vous amendez quelques points, on soutiendra le projet. Mais à part ça, je crois que du côté de OpenAI, Microsoft, Google et Meta, on a plutôt fait l'autruche, voire on est même critique de la proposition SB 1047. Est-ce que tu as observé un peu les réactions des géants de l'intelligence artificielle et est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Alors bon, déjà, Anthropic, je ne dirais pas qu'ils étaient en support. C'est-à-dire qu'ils ont dit,
on supportera le projet de loi si vous amendez telle et telle chose. Mhm. Et du coup, ça a pas mal dilué les propositions. Par contre, tous les autres se sont juste opposés, purement et simplement. Donc Google s'est opposé, Facebook s'est opposé, etc. Donc tous les gros géants. Et en fait, ce qui se passe autour de ce projet de loi, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment une tombée des masques en fait sur l'industrie et sur les intérêts des gens et surtout sur les mensonges. C'est-à-dire que bon, là, en tant qu'individu qui n'y connaît rien à l'IA, on entend un petit peu toutes sortes de narratifs autour qui sont avancés par toutes sortes de personnes différentes. Et je pense que là, on a vraiment une opportunité de voir qui se permet de mentir ouvertement et qui ne se le permet pas. Donc typiquement, il y a donc les gens qui sont le plus dans le mensonge autour de ce projet de loi, ça va être un venture capital américain, donc une boîte d'investissement. Comment on dit venture capital en français? Tu me poses une colle, hein. Pourtant j'ai un bon niveau d'anglais, mais venture capital, c'est une boîte qui investit dans des startups, dans des c'est ça, c'est boîtes des d'IA. genre business angel. C'est ça. Donc il y a cette boîte qui s'appelle A16Z. Ouais, je pense qu'ils ont choisi leur nom exprès pour qu'on puisse pas le retenir et qu'il puisse passer sous le radar. A16Z. Ils ont des gros investissements. Ils ont un gros investissement dans OpenAI. Ils sont à fond dans l'intelligence artificielle. Et en collaboration avec Meta, donc Facebook, qui ont lancé une campagne de désinformation à propos de ce projet de loi. Donc une campagne très très organisée avec beaucoup d'argent derrière. Facebook a lancé une campagne de pub avec plein d'informations mensongères à ce sujet. Et entre autres, donc quels sont les mensonges qu'on retrouve le plus? Il y a un mensonge qui circule de partout, c'est que ce projet de loi va tuer les startups. Donc ça c'est quelque chose que Yann Lequin dit ouvertement. Alors Yann Lequin, petit point, c'est le chief scientist chez Facebook. Il passe un peu de partout dans les médias français en ce moment. C'est un peu un chouchou de la France. Il est chevalier de la Légion d'honneur. Il a reçu le prix Turing pour ses travaux sur les réseaux de neurones. C'est l'équivalent du prix Nobel en informatique. Donc il est payé des dizaines de millions d'euros par Facebook pour être chief scientist. Il décrit lui-même son travail comme évangéliste externe. Okay. Donc en gros, il représente les intérêts de Facebook. Et lui, donc sa technique principale, c'est il y a plusieurs techniques. Une technique, c'est le mensonge. On balance des informations fausses en sachant que c'est des sujets très techniques et que du coup, il y a peu de gens qui ont la capacité de vérifier si c'est vrai ou faux. Donc typiquement, il va pas arrêter de dire si jamais ce projet de loi passe, ça va tuer toutes les startups. Les gens ne vont plus pouvoir faire de la recherche en intelligence artificielle. Ça va être cataclysmique. Donc là, il faut juste rappeler que c'est un projet de loi qui ne s'applique que si on veut vraiment investir plus de 100 millions de dollars pour entraîner un nouveau modèle d'intelligence artificielle ou 10 millions de dollars pour en modifier un qui existe. Et déjà 100 millions de dollars, il n'y a que 3 boîtes dans le monde qui ont la capacité de faire ça. Il n'y a que OpenAI, Anthropic, 4, Anthropic, Google et Facebook. Et je pense pas qu'on puisse vraiment dire que c'est des petites startups indépendantes avec. Et de toute façon, même s'ils font ça, le coût pour produire la documentation qui va montrer que ces modèles ne posent pas de danger cataclysmique devrait être négligeable. Sauf si ces modèles posent vraiment des dangers cataclysmiques. Mais auquel cas, peut-être qu'ils ne devraient pas les créer. Donc, bref, il y a un peu un truc comme ça. Donc, il y a cette désinformation-là qui est balancée de partout. Un autre argument qui est beaucoup balancé, c'est que c'est une régulation qui a été créée par et pour les big tech. C'est donc ça. Pour l'avantage de Google, de Facebook, de machin, et qui va justement, c'est encore un peu l'idée, ça va détruire la startup. Donc comme si c'était un peu anti-concurrentiel et que si genre des petites startups indépendantes voulaient créer des intelligences artificielles, elles n'allaient pas pouvoir parce que en fait, comment dire, il y a vraiment rien derrière ce claim. C'est-à-dire que les gens qui sont en train de propager cette information
ce sont les lobbies des big tech. C'est-à-dire que c'est typiquement Facebook, donc typiquement Meta, qui est en train de dire il faut arrêter ce projet de loi parce que ça va avantager les big tech et tuer les startups, sachant qu'il n'y a rien dans le projet de loi qui avantage les big tech et qui tue les startups. En gros, ils ont réussi à faire le simple fait que les big tech soient opposés à ce bill devrait indiquer que c'est pas dans leur intérêt. Ouais, il y a une espèce d'absurdité ambiante dans cette situation qui est assez difficile à digérer quand on voit ce que les gens disent. Donc un autre mensonge assez répandu, donc ils essayent de pousser un narratif comme quoi tout le monde déteste ce projet de loi, tout le monde y est opposé, et à part les big tech pour faire de la capture régulationnaire et les lobbies de la sécurité de l'IA. Donc encore une fois, bon, ça c'est complètement faux. Si on regarde le support, si on regarde les sondages de support populaire pour ce projet de loi, c'est genre absurdement élevé. Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est quelque chose comme de l'ordre de 80-90% de la population qui a été sondée et OK avec le projet de loi. Dans le monde académique, il y a parmi les plus grands noms en intelligence artificielle, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, Stuart Russell, des gens qui sont dans le monde académique, qui ont reçu plein de récompenses pour leur travail en intelligence artificielle, qui ont écrit une lettre ouverte pour dire, genre, ce projet de loi est vraiment le minimum que l'on puisse faire pour protéger les gens du risque de l'IA, et c'est encore pas assez, en gros. Genre, faut savoir que ce projet de loi, il va pas empêcher vraiment à ce qu'il y ait des risques catastrophiques. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est ça élimine un petit peu de responsabilité à ces boîtes si jamais elles ont vraiment fait des tests et mis en place une documentation qui montre leur plan contre les risques les plus sévères. Alors, si jamais il y a des risques sévères, si jamais il y a des milliers de personnes qui meurent ou des centaines de millions de dollars de dommages et intérêts, alors elles pourront montrer qu'elles ont fait ça et que c'est moins de leur faute. Mais ça va pas les empêcher quand même de potentiellement, enfin, ça va pas en soi empêcher qu'il y ait une catastrophe. Donc voilà, il y a un support du monde académique, mais voilà, encore une fois, on est purement sur de la stratégie de mensonge, c'est-à-dire que ces boîtes, Facebook, etc., vont essayer de propager un narratif comme quoi tout le monde est contre ce projet de loi et c'est de la capture réglementaire. Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant ces réactions. Enfin, c'est-à-dire, je comprends évidemment, d'un point de vue business, je comprends que tu n'as pas forcément envie que ton business soit régulé, mais en fait, tous les business sont régulés. Je veux dire, on a des régulations sanitaires pour la nourriture, on a des régulations sur je sais pas, la construction de voitures pour que ce soit le plus safe possible. On a des régulations, pareil, sur de l'aviation. Enfin, en fait, il y a un moment où juste c'est normal que. Enfin, après, tu peux évidemment toujours discuter ça, mais tous les autres business sont régulés d'une manière ou d'une autre, et à l'heure actuelle, c'est pas du tout le cas de l'intelligence artificielle, enfin, très très peu. D'ailleurs, il y a moins de régulation pour quelqu'un qui veut créer une nouvelle intelligence artificielle à la ChatGPT en ce moment que si tu veux vendre un sandwich aux États-Unis. Ça m'étonne pas. Actuel du. Ça m'étonne pas. Après, tu as des gens qui te diront oui, mais finalement, la santé, l'aspect sanitaire de la nourriture, tu le mets dans ton corps, mais en fait, les risques peuvent être tout à fait comparables. C'est-à-dire que si tu vends des choses dangereuses, elles peuvent avoir des effets néfastes extrêmement larges, et la potentialité de calcul de ces intelligences artificielles fait que, bah oui, à terme, et pas forcément à très très longue échéance, ça peut devenir vraiment dangereux aussi. Il y a quand même un dernier mensonge que je trouve qui est quand même affligeant et que j'ai envie de mentionner. C'est donc Yann Lequin et consorts arrêtent pas de dire si on met en place ce projet de loi, les développeurs, des petits développeurs indépendants pourraient être mis en prison si jamais les modèles qu'ils ont créés causent des dégâts. Donc c'est faux. Non seulement c'est faux, mais c'est quasiment l'inverse. C'est-à-dire qu'on donne une opportunité. C'est-à-dire qu'il faut savoir que là, tout de suite, si jamais un modèle d'IA est responsable de la mort de 100 000 personnes, des gens vont aller en prison. Je pense qu'il y a quand même déjà une notion de responsabilité qui existe dans le code pénal, et ça m'étonnerait que
que s'il y a une grosse catastrophe qui se produit, les gens s'en sortent comme ça. Mais là, c'est presque le contraire. C'est-à-dire que on offre l'opportunité à ces boîtes de montrer qu'elles font des tests et que justement elles font attention à ce qu'il n'y ait pas de dégâts, et ça devrait réduire leur responsabilité si jamais il y a des dégâts qui se produisent. Donc voilà, c'est un peu l'inverse de ce qui est prétendu. Ok. Et alors, du coup, je voulais aussi avoir un peu ton avis pour peut-être recentrer un peu sur notre zone géographique, mais il y a quelques mois, le Parlement européen s'est aussi penché sur la question de l'intelligence artificielle et a adopté un règlement intitulé Législation sur l'intelligence artificielle, très basiquement. Je me suis beaucoup moins renseigné paradoxalement sur celui-là que sur le SB 1047. Donc j'aurais aimé savoir si tu avais un peu regardé et ce que tu en pensais, notamment justement comparativement au SB 1047. Est-ce que c'est assez ambitieux et assez sérieux ou pas du tout? Alors c'est quand même pas du même ordre de grandeur. C'est-à-dire que SB47, c'est un document qui fait une vingtaine de pages, un peu moins. Donc, tout le monde ici peut le lire. C'est très rébarbatif à lire, mais ça devrait rester à peu près compréhensible pour tout le monde. Alors que le EU AI Act, c'est quand même un projet de loi qui est assez immense. Alors j'ai pas le nombre de pages en tête, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus gros. Et on aime la technocratie en Europe. Alors pour le coup, moi aussi, je connais moins. Il faut vraiment que j'améliore ma connaissance de ce texte. Mais globalement, c'est un projet de loi qui régule les applications plus qu'il ne régule les modèles de base. C'est-à-dire que le projet de loi californien, il revient à dire on va éviter de créer des intelligences artificielles générales avec des potentiels de risques catastrophiques qui pourraient être utilisés par des gens mal intentionnés derrière. Alors que le projet de loi européen, il va plutôt dire si quelqu'un a créé une intelligence artificielle générale, on n'a pas le droit de l'utiliser de façon malveillante. Et le problème, c'est que ça marche pas très bien quand on cherche à réguler des risques très très sévères. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'approche classique. Donc disons que si vous êtes un producteur d'armes, vous créez des fusils et vous les distribuez, vous n'êtes pas a priori responsable pour l'utilisation de vos fusils pour tuer quelqu'un. C'est la personne qui va utiliser le fusil pour tuer quelqu'un qui est responsable. Donc c'est un peu l'approche du EU AI Act dans leur projet de loi. Le problème, c'est que ça, c'est cool, c'est ok pour un fusil peut-être, même si bon, ça reste débattable, mais bon, a priori, pourquoi est-ce que c'est ok? Parce que les dégâts sont limités. C'est-à-dire qu'avec un fusil, je vais avoir du mal à tuer 1 million de personnes. Dès qu'on parle de systèmes qui potentiellement peuvent causer des dommages énormes, donc disons GPT-5 sort et il se trouve que oui, c'est un pirate informatique surhumain et quelqu'un l'utilise pour automatiser le piratage informatique de 10 000 systèmes sur cette planète et cause l'arrêt d'hôpitaux, etc. Et donc on peut imaginer qu'il y aurait beaucoup de gens qui mourraient dans des hôpitaux, etc. Ça pourrait créer des dommages immenses. Dans ce cas, la loi qui dit cette personne n'a pas le droit de faire ça, elle est peut-être pas si bien faite. Peut-être qu'il aurait fallu plutôt empêcher la création du système qui, à la base, donne la possibilité à un individu de causer des millions de dollars de dommages et intérêts ou de tuer des milliers de personnes. Donc, ouais. Voilà un peu ma vision pour le moment sur ce projet de loi, mais encore une fois, il faut vraiment que je le lise maintenant. Très bien. Ok. Et alors pour en revenir à la question d'une pause dans le développement des modèles de langage multimodaux, certains critiques considèrent que finalement, si on ralentissait volontairement le développement des IA, notamment américaines, eh bien potentiellement on laisserait la porte ouverte aux initiatives, notamment chinoises, pour devenir un peu leader dans le domaine, avec tout ce que ça peut impliquer en termes de risques géopolitiques. J'aurais bien aimé avoir un peu ton avis là-dessus aussi. Qu'est-ce que tu penses de ce scénario? Est-ce que c'est crédible ou pas? Oui, alors déjà, donc Pose AI, j'ai peut-être pas mentionné au début, mais pour le moment, on appelle à un traité international pour mettre en pause le développement des modèles les plus dangereux.
Mhm. Et je pense que c'est vraiment clé l'idée que ce soit un traité international et pas juste pas juste un projet de loi aux États-Unis. Parce que Mhm. oui, c'est vraiment un problème qui n'a pas de frontières. À partir du moment où un modèle d'intelligence artificielle dangereux existe et qui peut être copié-collé ailleurs ou quoi que ce soit, c'est très problématique de partout dans le monde. Donc, il y a vraiment cet aspect international. Alors, par contre, il y a beaucoup de désinformation aussi qui circulent à ce sujet. Donc, on pense que si les États-Unis s'arrêtaient là tout de suite, la Chine est pas vraiment en capacité de les rattraper dans l'immédiat. Donc, ça devient de moins en moins vrai au fur et à mesure que le temps passe. Il y a encore 1 an, on estimait que la Chine était 5 ans derrière les États-Unis en technologie d'intelligence artificielle, parce qu'il Mhm. y a déjà un embargo sur les microprocesseurs d'intelligence artificielle. Donc ils ont beaucoup de mal à s'en procurer. Ils y arrivent Mhm. toujours, principalement parce que Nvidia ne joue pas le jeu et essaye absolument de contourner cet embargo pour leur en vendre quand même. Merci Mhm. Nvidia. Euh, mais quand même, il reste derrière en termes d'avancement technologique. C'est aussi rendu de moins en moins vrai par la stratégie de Facebook, qui consiste à mettre tous ces modèles en open source et du coup à les donner immédiatement à la Chine. Donc là, ils ont créé un modèle qui est équivalent à GPT-4 il y a quelques mois. Ils l'ont mis en open source. Du coup, ça permet aux gens qui travaillent en Chine de prendre ce modèle et de l'analyser, de le copier, etc. Il y a aussi le problème des failles de sécurité. Donc, OpenAI n'a pas des bonnes pratiques de cybersécurité. Ils ont été victimes d'un piratage informatique l'année dernière, où on pense que à peu près toute leur recherche a été volée. On ne sait pas par Mhm. qui, mais c'est certainement par un État, peut-être la Chine. Donc, pour le moment, la Chine n'est pas encore au niveau des États-Unis. Et du coup, si on signait un traité international pour mettre en pause la recherche maintenant, ce serait bon. Par contre, ce sera peut-être plus le cas dans 5 ou 6 ans. Il y a moyen que là, ils aient vraiment rattrapé les États-Unis en termes de recherche et de développement. Euh, donc voilà, l'argument de mettre en pause qui pourrait être dangereux parce que la Chine nous rattraperait, déjà, ça s'applique que si on met en pause la recherche aux États-Unis et pas en Chine. La Chine a déjà annoncé qu'ils étaient OK pour signer un traité pour mettre en pause la recherche si jamais c'était sur la table. Mhm. Globalement, les gens en Chine sont assez conscients des dangers de l'IA, genre beaucoup plus, disons, qu'en France, où on en est complètement inconscient. Il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour faire comprendre aux décideurs là-bas ce qui se passe en intelligence artificielle. Et il y a aussi un aspect qui est intéressant, c'est que les intelligences artificielles de plus en plus puissantes, c'est pas forcément très aligné avec la philosophie du gouvernement chinois et Autocratique. c'est ça, avec l'autocratie et la censure. C'est-à-dire que le problème de modèles comme ChatGPT, c'est que pour le moment, c'est pas vraiment censurable. C'est-à-dire qu'on Mhm. peut faire semblant de l'avoir censuré, comme on a fait en ce moment. Donc là, en ce moment, si vous demandez à ChatGPT de comment on crée une bombe, il va vous dire ah non, je vous dis pas. Mais Mhm. je peux vous envoyer 4 lignes de texte qui ont l'air un petit peu aléatoires. Vous les rajoutez derrière votre demande et ChatGPT va faire absolument tout ce que vous voulez. Et ça, c'est un Mhm. problème assez fondamental avec ces systèmes. C'est-à-dire que pour le moment, on ne connaît pas de moyen de vraiment les contrôler, de faire en sorte qu'ils ne soient pas hackables, piratables, etc. Donc, la Chine a mis en place des lois. En gros, en Chine, on n'a vraiment pas le droit de créer un LLM qui va dire des choses négatives sur le gouvernement chinois. Du coup, il y a quand même cette espèce de clash interne qui fait que ça rend un peu difficile euh, le développement de ces modèles là-bas. Et aussi Ok. l'idée de donner de plus en plus de pouvoir via des intelligences artificielles aux citoyens, c'est pas forcément en accord avec Mhm. leur philosophie. Intéressant, ouais. Je trouve ça, j'avais entendu ça aussi, hein, mais je trouve ça assez ironique quelque part que finalement, dans une certaine mesure, le salut de l'humanité soit lié à des tendances antidémocratiques. Ouais, c'est quand même intéressant parce qu'on a tendance à être ultra dogmatique quand on parle de démocratie et tout, et on oublie que si on prend juste l'exemple des armes nucléaires, je pense que la plupart des gens visualisent que c'est pas une bonne idée de donner des armes nucléaires à tout le monde sur la planète, Mhm.
même si on pourrait quand même se dire c'est la façon la plus démocratique d'agir, dans le sens où on donne à tout le monde la même capacité de se défendre et d'attaquer. Mais non, si jamais on fait ça, ben c'est fini, on est tous morts. Et c'est un peu le même problème avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire si on donne de plus en plus de pouvoir, un pouvoir immense à chaque individu sur cette planète, qui peut être utilisé en bien comme en mal, les choses risquent de pas très bien se passer. T'as raison, c'est une très bonne analogie. Effectivement, c'est de la fameuse phrase de Spider-Man que tout le monde cite à tout bout de champ, mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et effectivement, c'est pas forcément une bonne idée de donner un outil aussi puissant à n'importe qui, parce que malheureusement, tout le monde n'est pas bien intentionné, quoi. Très bien, très bien. Alors, on approche de la fin de l'interview, mais avant ça, j'avais un peu une question un peu plus provoque à te poser, où je vais me faire un peu l'avocat du diable. Mais est-ce que finalement, t'es pas juste un pessimiste? Est-ce que t'es pas. Et puis, est-ce que t'as pas un peu finalement une certaine haine de l'intelligence artificielle? Est-ce que t'es pas contre le progrès? Voilà, ce genre de questions. Est-ce que finalement, au fond, t'es pas un doomer? Alors, bon, déjà pour le progrès scientifique et tout, non. Enfin, je veux dire, moi, l'intelligence artificielle, ça me passionne depuis que j'ai environ 15 ans. Et c'est un peu ce que j'avais envie de faire de ma vie, quoi. Genre, l'idée de développer un système qui soit plus intelligent que l'humain et qui puisse résoudre un peu les problèmes de l'humanité. Genre, l'approche technosolutionniste ultime, j'y ai adhéré pendant longtemps. Mhm. Le problème, c'est que ça manque de nuances. C'est-à-dire que on peut prendre l'exemple de l'open source. Donc, moi, je suis complètement pro open source. Je pense que c'est en général quelque chose une idéologie qui est extrêmement bénéfique pour l'humanité. Donc, d'ouvrir le code des programmes que l'on crée et de le distribuer à tout le monde. Mais il y a des limites à ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont devenus très dogmatiques, par exemple, de l'open source, et qui se disent c'est forcément bien. Mais il y a des contradictions. Par exemple, si on invente une nouvelle forme d'arme nucléaire qui peut être construite assez facilement, etc., ça paraît assez évident qu'il ne faudrait pas distribuer les plans de cette arme en open source. Et c'est la même chose avec l'IA, c'est-à-dire qu'il y a des limites. À partir du moment où une intelligence artificielle est capable de hacker des systèmes de façon autonome, peut-être qu'il ne faut pas distribuer le programme en open source à tout le monde sur cette planète. Donc, je dirais que je suis toujours progrès technologique, etc. Mais là, clairement, on est en train d'aller vers une technologie qui est l'équivalent de la bombe nucléaire, et il faut réfléchir à est-ce qu'on aurait vraiment dû faire ça? Est-ce qu'on aurait vraiment dû créer ce type de technologie? Et surtout, on est en train de le faire bêtement. C'est-à-dire que si on mettait en pause en ce moment la recherche en intelligence artificielle pour se donner le temps d'améliorer notre recherche en alignement. Donc, alignement, c'est le champ de recherche qui consiste à essayer de comprendre et de contrôler des intelligences artificielles avancées, qui en est à ses balbutiements en ce moment. Si on prenait le temps de faire ça bien, alors ce serait cool. Ça voudrait dire qu'on pourrait contrôler les dangers et débloquer les bénéfices. Mais là, pour le moment, on est en train de foncer vers un monde où les dangers et les bénéfices sont hors de contrôle. Et je pense pas qu'on va obtenir les bénéfices s'il y a une catastrophe majeure sur cette planète. Donc il y avait ça. En termes de pessimisme, non, je dirais que je suis assez réaliste. Je trouve que les gens sont... donc typiquement, j'ai fait ce projet de recherche où j'ai vraiment pris le temps d'analyser tous les arguments pour et contre. Et ce qui me choque, c'est justement l'optimisme dogmatique des gens qui ne voient pas les dangers de l'IA. Donc, retournons taper sur Yann Lequin un petit peu. Yann Lequin, c'est quoi ses arguments? Donc, bon, son approche numéro 1, c'est d'insulter les gens. Donc, il va dire typiquement, une des personnes... J'ai pas passé beaucoup de temps sur Twitter, donc j'ai pas une énorme référence de qu'est-ce que c'est le niveau du discours là-bas. Mais alors lui, c'est de la toxicité absolue. C'est-à-dire que les gens qui pensent qu'il y a des risques en intelligence artificielle, il dit que ce sont des... comment il dit déjà? Il dit qu'ils font partie d'une secte apocalyptique. Donc il n'adresse jamais les arguments des gens. C'est-à-dire qu'il va juste... Et son argument, lui, pour dire qu'il n'y a pas de danger, c'est avant tout de dire que le progrès va s'arrêter là, soudainement, donc que les modèles de langage, on arrive à leur limite,
et que du coup, on va pas arriver sur des systèmes plus performants que ce qu'il y a maintenant. Mais il a une approche complètement blanc et noir là-dessus. C'est-à-dire qu'il va pas, il va même pas réfléchir à qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai tort, à quoi le monde ressemble si jamais je me trompe. De son point de vue, c'est genre 100% de chance que les LLM s'arrêtent, et puis du coup, voilà, c'est bon, on est tranquille. Sachant que quand on regarde ensuite les arguments qu'il utilise pour dire ça, il n'y a pas grand-chose derrière, hein. C'est des arguments très techniques, conceptuels sur le fonctionnement intrinsèque le fonctionnement interne des LLM qui ne se basent sur aucune étude scientifique. La plupart des études scientifiques vont dans le sens inverse de ce qu'il dit. Donc, par exemple, il dit qu'il n'y a pas que les LLM ne forment pas de modèle du monde. Et du coup, un argument qu'il utilise beaucoup, c'est de dire si on pousse une table avec un verre dessus, qu'on explique ça, donc on dit à un LLM, qu'on dit à ChatGPT, j'ai un verre sur une table, je pousse la table, qu'est-ce qui se passe avec le verre? Il dit, en fait, le modèle de langage ne sait pas ce qui se passe et ne sera pas capable de vous dire ce qui se passe parce qu'il n'a pas de modèle du monde à l'intérieur, il ne comprend pas le monde. C'est complètement faux, vous pouvez tester, demander ça à ChatGPT, et il y a de plus en plus de recherches qui montrent que oui, les modèles de langage forment des modèles du monde à l'intérieur. Donc typiquement, juste en apprenant sur du texte de gens qui jouent aux échecs, on se rend compte que dans le modèle de langage, il y a une simulation de jeu d'échecs qui est créée en 2D, etc. Enfin, donc voilà, c'est assez, ça représente un peu le stéréotype de la personne qui pense qu'il n'y a pas de danger avec les modèles actuels. Donc pour moi, c'est juste de l'optimisme, mais vraiment non justifié et qui va à l'encontre de toute la recherche dans ce domaine. Donc voilà, moi j'ai plutôt tendance à me baser sur des données scientifiques ou sur les gens qui ont fait de la recherche pendant longtemps sur un sujet et regarder ce qu'ils ont écrit, analyser les arguments, essayer de comprendre qui a raison, qui a tort. Et quand on fait ça, d'une façon, on devient assez pessimiste dans le sens où on se rend compte que oui, on est juste en train de foncer de tête baissée dans un paradigme qui présente des risques vraiment, vraiment très élevés. Et ouais. Ok, très bien. Alors pour terminer sur une question peut-être plus d'ordre intello, spirituel, je sais pas comment il faut dire, mais j'aurais aimé savoir quelles étaient tes inspirations sur ce sujet. Voilà, qu'est-ce qui a structuré et influencé ta vision de l'intelligence artificielle, peut-être même au niveau littéraire ou des choses comme ça. Voilà, j'avais un peu envie de te poser cette question-là pour relier à différents sujets, peut-être même des sujets plus philo, parce que moi, une thématique que je trouve très intéressante aussi sur l'intelligence artificielle, c'est la thématique en philosophie de l'esprit de la conscience. Voilà, à quel moment est-ce qu'une entité devient consciente ou pas? Est-ce qu'on peut créer ça sur l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on aura seulement un semblant de conscience qui n'en sera pas une véritable? Voilà, tu vois, c'est un peu plus éthéré, comme je te dis, mais j'aurais bien aimé un peu évoquer ce sujet avec toi pour terminer. Ouais. Moi, je suis venu à la base, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment le problème de la conscience qui me fascinait. Donc, cette question, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Comment c'est possible que la conscience existe? L'idée qu'on ait un cerveau et que la conscience émerge comme ça, je trouvais ça assez fascinant comme possibilité. Et du coup, je m'intéressais beaucoup à ça quand j'étais adolescent, même si c'est pas comme si j'en parlais parce que ça aurait été du suicide social à l'époque. Et du coup, assez rapidement, j'en suis arrivé à la question, est-ce qu'on peut créer un système mécanique ou physique qui devient conscient? Et là, je pense que j'ai envie de quand même mettre un gros caveat ou disclaimer. En gros, quand on commence à aborder ce sujet, on va perdre beaucoup de gens et il faut faire très attention de ne pas associer ça avec les dangers de l'IA. C'est-à-dire que la question de si une intelligence artificielle est consciente ou pas, de mon point de vue, c'est complètement perpendiculaire au danger que cela pose. C'est-à-dire qu'on pourrait on pourrait créer un système qui se comporte exactement comme un humain, mais qui est globalement un automate vide, qui n'a pas de point de vue interne, etc. Ça voudrait pas dire qu'il est pas dangereux. Ça voudrait pas dire que. Bien sûr. Donc voilà, je sais que je vais me faire attaquer dans tous les sens si jamais je dis par exemple que je pense que les machines peuvent être conscientes. Et c'est possible, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais en tout cas ça devrait pas. Il faut pas associer ça à l'idée qu'elles sont pas dangereuses. Mais du coup, je pense que j'ai pas mal évolué à ce sujet-là. Donc je pense que en termes de, donc il faut pas faire un amalgame entre conscience comportementale et
disons, qualia, ou ce qu'on appelle sentience, ou le fait qu'il y ait, comment dire, qu'on ait une expérience, une perspective interne. En termes de conscience comportementale, je dirais que c'est assez certain qu'on puisse reproduire en théorie un humain, dans le sens où toutes les décisions qu'on prend, tous nos trains de pensée, etc., sont explicables par ce qui se passe dans notre cerveau. C'est-à-dire que là, si jamais je décide de baisser le doigt, on pourrait remonter toute la chaîne de cause à effet. On voit qu'il y a eu un signal qui a été envoyé. Ce signal, il vient de mon cerveau. Il y a eu toute une prise en compte de l'information. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mon cerveau, il a un état interne qui représente ma mémoire, etc. Il est connecté à tous les capteurs autour de moi. Et il processe toute cette information. Et à un moment, un signal est envoyé à mon doigt. Parce que voilà, on peut voir ça un petit peu comme une machine. Et ça explique la conscience comportementale, où ça peut être utilisé pour expliquer mes trains de pensée, tous les mots qui sortent de ma bouche, etc., les émotions, etc. Mais ça n'explique pas le problème difficile de la conscience, qui est pourquoi est-ce qu'il y a une perspective? Pourquoi est-ce que c'est pas juste, on n'est pas juste des zombies, des robots qui se baladent, qui parlent d'exister, etc., mais qui n'ont pas de perception interne. Et là, du coup, on part vraiment, je pense, dans un débat vraiment philosophique, métaphysique, et ça a plus forcément grand-chose à voir avec l'intelligence artificielle. Là, de ce côté-là, moi, je serais plutôt tendance à être non-dualiste, ou voire même panpsychique d'une certaine manière. La conscience existe avant tout, c'est la première chose qui existe, et elle perçoit les expériences à travers différents objets, différents êtres. Mais ouais, là, on pourrait en faire tout un débat. Bien sûr, c'est totalement une tangente, mais je trouve ça assez intéressant. Moi, c'est des sujets que je trouve quand même connexes, même si effectivement, tu as tout à fait raison. C'est pas corrélé au fait de la potentielle dangerosité et aux risques qui sont associés à l'IA. Une IA peut être dangereuse, qu'elle soit consciente ou non, n'est pas le sujet. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font un amalgame entre intelligence et conscience, qui est très très risqué dans ce sujet. C'est-à-dire que, de mon point de vue, c'est encore deux choses complètement perpendiculaires. Il y a beaucoup de gens qui associent les pensées à la conscience aussi. De mon point de vue, ça n'a rien à voir. Les pensées, c'est juste des trains de mots, voilà, qui peuvent être générés par des LLM, qui peuvent être générés par notre cerveau, etc. Et la question de la conscience, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui perçoit ces trains de mots qui sont générés. Mais de mon point de vue, on peut imaginer un système complètement mécanique qui génère des mots, etc. et qui génère du discours cohérent. Absolument. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu avais envie d'évoquer, qu'on n'a pas trop, des questions que je t'ai pas posées? Voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu avais envie de rajouter? J'aurais pu en dire beaucoup plus sur les dangers de l'IA et aller plus en détail sur d'autres types de dangers qui peuvent se réaliser bientôt ou qui sont en train de se réaliser en ce moment. Mais du coup, je conseillerais aux gens d'aller visiter notre site web, donc posia.fr, où on explique pas mal, on va pas mal en détail sur les différents risques, et aussi celui du Centre pour la sécurité de l'IA français. Ils ont un site sécurité-ia.fr, et eux, ils ont encore un panorama des risques qui est encore plus développé que le nôtre. Donc voilà, j'ai juste envie de dire aux gens de s'informer sur ce sujet, et une façon de commencer, ça peut être juste avec la question de l'emploi. C'est-à-dire que même si on croit pas du tout qu'il y a de danger avec l'IA, si on a envie d'avoir un plan de carrière dans les 4 ou 5 prochaines années, peut-être même avant, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que mon travail est à risque d'être automatisé dans les 3 ou 4 prochaines années? Malheureusement, si on regarde les prédictions des gens qui s'y connaissent le plus en ce moment, des gens qui travaillent dans les labos d'IA et tout, il y a quand même une forte chance que tous les métiers sur cette planète soient automatisables d'ici 3 à 4 ans. Ça commencerait par le travail cognitif d'abord et manuel après, peut-être, pas sûr. Les robots se développent aussi à une vitesse incroyable en ce moment. Mais du coup, ça peut être un bon
une bonne façon de prendre ce sujet et de se l'approprier. Donc, essayez de vous faire une idée quand est-ce que mon travail va être automatisé, et ensuite quelles sont les implications. Genre, si on est capable d'automatiser mon travail, tous les travails sur cette planète, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent se passer pas très bien? Ouais. Très bien. Mais je mettrai ces liens en description. Effectivement, j'encourage les auditeurs et auditrices à se documenter là-dessus. Et je te remercie du coup pour cette conversation passionnante, et force à toi, parce que il y a du boulot, je pense. Merci. Allez, on fait une conférence de presse à Paris le 10 septembre, si jamais très bien, il y a c'est des où? gens qui nous écoutent. Ça va être au Learning Planet Institute. Alors, je crois que c'est près de Bastille. Ok. Je pourrais envoyer un lien. Ouais, donne-moi, je mettrai le lien aussi en description. Ouais. Très bien. Excellente initiative. Merci beaucoup, Maxime. De rien, merci à toi. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.